Bien, alors bonjour. Dans un premier temps, merci d'être venus, aussi nombreux. Alors, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le joueur comme créateur du jeu, pour une raison assez simple, c'est que la plupart du temps, le joueur est considéré comme le dernier maillon de la chaîne du jeu, c'est simplement le praticien qui va utiliser le jeu comme un outil déjà existant. Cependant, le jeu à définir comme objet préalable est à peu près impossible. Le jeu est avant tout une pratique. À partir de là, ça veut dire qu'il est créé par le praticien. Et il y a une comparaison extrêmement simple qui vient à l'esprit, c'est celle de la musique. Un compositeur peut composer une musique, tant qu'elle n'est pas jouée par les musiciens, elle n'existe pas. Et chaque fois qu'elle sera jouée par des musiciens, elle existera d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a décidé de s'intéresser un petit peu à la question de la manière dont le joueur crée le jeu, dont le joueur va contribuer à la formation du jeu. Alors, bien entendu, comme il s'agit de quelque chose sur la collaboration, la création en groupe, on va essayer de ne pas trop monopoliser la parole pendant trop longtemps et bien entendu, après, d'écouter vos remarques, interventions avec la plus grande attention possible. Alors, l'intervention va être découpée en 3 temps. Tout d'abord, Wilfried Bouillet, voilà, je parle dans le micro, va chercher à établir une définition relativement claire du jeu comme interaction, comme espace de production par les relations entre les joueurs. Comme le jeu est un espace de relation entre les individus plutôt que d'obéissance à des règles, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des accords entre ces joueurs. Et c'est pourquoi, dans un second temps, Étienne Crubelier parlera de cette question de l'accord entre les joueurs à travers la définition de ce qu'on appelle le contrat ludique. Enfin, pour ma part, donc je m'appelle Alexis Fonbonne, et je vais essayer de travailler sur la manière dont, dans le jeu de rôle, les joueurs créent de manière spécifique le jeu. C'est-à-dire en quoi le jeu de rôle présente des aspects spécifiques de création du jeu par les joueurs. Mais voilà, j'ai suffisamment fait une présentation longue, donc maintenant, je laisse la parole au premier intervenant. Merci. Voilà, c'était... Il fallait qu'on commence, c'est ça. Voilà. Alors, concernant les rapports du joueur et du jeu, en quoi consiste-t-il? Alors, dans un premier temps, j'aimerais partir des définitions assez classiques qu'on trouve en fait sur la question du jeu. On les trouve donc notamment dans les dernières analyses chez Caillois, où ces analyses consistent toujours au fond à identifier le jeu comme une certaine activité libérale, une activité de loisir, une activité globalement gratuite qui eh bien, se définit comme inutile et improductive. Alors je citerai Colas Duflo dans Jouer et philosopher. Il écrit la chose suivante: l'ennemi du joueur, c'est le travailleur. Donc il est clair qu'en conséquence, on définit classiquement le joueur comme un être qui est globalement oisif, qui est motivé uniquement par le plaisir, et son activité ludique s'opposerait donc au travail, à l'effort. Alors l'origine globale de cette critique, on la trouve déjà chez Aristote. Le principe au fond de la théorie aristotélicienne sur la question du jeu, c'est de souvent au fond faire une réflexion sur le jeu quand il est question du bonheur et du sens de la vie globale chez l'être humain. L'idée, c'est qu'il y a une critique du jeu. Souvent, au fond, c'est en filigrane, on voit que c'est une critique des Jeux Olympiques de l'époque, c'est-à-dire c'est une critique de l'usage exclusif des capacités physiques, qui serait quelque part donc eh bien, une espèce d'usage restrictif et illégitime finalement de ce que l'homme est capable de faire. Alors, à l'opposé de ça, on trouve déjà quand même avant ça chez Platon l'idée que le jeu participe à une certaine forme d'éducation, qu'il est formateur, en tant que par son influence, comme activité, il peut finalement eh bien, permettre d'intégrer ou au contraire de désintégrer un certain nombre de valeurs que l'on trouve chez les joueurs. Donc à partir de là, chez Platon, on a quand même l'idée que le jeu est une certaine activité qui suppose un effort et qui a un effet qui est productif, en tout cas sur le caractère des personnes. Donc le jeu, dans ce cas-là,
Qu'est-ce que c'est? C'est un certain plaisir donc, lié à l'usage et à l'effort de nos facultés, c'est un certain exercice de soi-même. Le jeu implique effectivement un certain nombre de concentrations, de réflexions calculatoires, hein, des réflexions tactiques, des réflexions stratégiques. Et ça impose bien évidemment un certain travail de l'imagination de la part des joueurs, hein, poser la question de savoir quelles sont les solutions possibles à certaines issues, quelles sont les situations auxquelles on peut se confronter, comment on peut s'en sortir, etc. Ce qui implique que ce n'est pas un pur plaisir, il est clair au fond, ou en tout cas ce n'est pas un plaisir sans effort, puisque le jeu implique tout un ensemble de tensions, et il est clair que le joueur finalement se tient sur un certain fil de contradictions, parmi lesquelles on voit bien que le joueur est celui qui est à la fois dans le relâchement et dans l'effort, c'est celui qui est à la fois dans le travail et dans le loisir, celui qui sera finalement dans un certain abandon de soi. Hein, il abandonne finalement une partie de lui-même et en même temps il est dans une certaine maîtrise de soi, il est dans la prudence et en même temps dans le risque. C'est ce qui se résume assez clairement dans un cas très intéressant qui est bien évidemment tout ce qui est en rapport avec l'addiction au jeu, où on s'aperçoit que paradoxalement, généralement, le joueur est à la fois dans un état de plaisir et de souffrance par rapport à son activité, montrant à partir de là, entre l'excitation, le plaisir et puis la tension que ça impose, que quelque part le jeu n'est pas un pur plaisir, qui peut bien évidemment être le lieu d'une très forte tension. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, je prendrai comme exemple très simple le cas du soulagement, hein, le soulagement que provoque la victoire. Il est très intéressant que le cas au moment où la victoire est enfin décrétée, hein, généralement dans les jeux agonistiques, c'est le moment où on sent une tension qui retombe, hein, et c'est là que finalement un certain plaisir apparaît. On sent bien évidemment, si la victoire n'apparaît pas, que d'autres tensions peuvent se produire, en tout cas tout ce qui peut la frustrer, la colère, l'irritation. Et on voit bien aussi le cas des sautes d'humeur dont les joueurs sont assez... Pas de souci. Donc les joueurs peuvent connaître quand les aléas viennent finalement perturber ou gêner la progression de leurs efforts pour finalement donc, vaincre leurs adversaires. À partir de là, donc, on retrouve justement cette idée de la tension, cette idée finalement d'un plaisir assez complexe dans tous les débats qui sont liés à la notion très connue en jeu de l'interaction. Le mot interaction donc, est un mot assez étrange puisqu'il est à la fois le lieu d'un certain repoussoir, hein, et certains détestent les jeux qui sont trop interactifs, ou alors au contraire c'est ce qui sera cherché par d'autres. On voit que ce terme assez particulier est même devenu donc, un véritable critère de distinction entre les jeux, montrant par là que ce n'est pas un phénomène anodin, mais au contraire quelque chose de totalement essentiel, puisque c'est là que semble se gérer et se constituer dans cette interaction le plaisir et l'attention. Hein. Alors c'est ce qui est très bien résumé dans un article qu'on trouve dans la revue Plateau. Hein, c'est le numéro 43, où il montre bien effectivement que le jeu ne va pas sans interaction et que l'interaction, à partir de là, est le lieu à la fois paradoxal du plaisir et du déplaisir dans le jeu. Alors à partir de là, question très simple qu'on est amené à se poser, c'est de savoir bien évidemment quels sont les rapports que le joueur a à la partie, et à partir de là, donc, quel est le rapport qu'il peut avoir à cette interaction et à ces aléas. Alors dans un premier temps, il est intéressant de voir au fond la spécificité du jeu du joueur, comment le joueur joue lui-même. Alors pour ça, j'aimerais commencer par un cas très simple. Si vous n'êtes pas obligé de fuir, vous pouvez revenir, hein, ce n'est pas un souci, même si je parle. Donc à partir de là, le mythe fondamental en ce qui concerne les jeux, il y a un mythe fondamental qui est celui de la martingale. La martingale, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment l'idée d'une certaine technique ou d'une certaine recette pour la victoire, c'est-à-dire l'idée que la raison, dans un pur usage calculatoire, est capable au fond de trouver un certain nombre de moyens de tricher avec le hasard pour rendre finalement les probabilités de gain supérieures à celles de perdre. Donc la martingale est un certain travail ou un effort des joueurs pour essayer de maîtriser les aléas auxquels ils pourraient être confrontés. Donc cette idée de martingale signifie finalement que le jeu ne va pas sans une certaine réflexion méthodique, une certaine réflexion qui consiste au fond à essayer de comprendre les fonctionnements, à comprendre les possibilités d'un jeu, et on voit que le jeu implique toujours à partir de là un certain travail de questionnement, de réflexion, de recherche, souvent d'ailleurs pour en chercher les failles, hein, celles qu'on remarquera et que l'adversaire n'aurait pas vues. Il y en a qui sont spécialistes ici. Donc, conséquence, à partir de là, donc, il faut comprendre que le jeu se place toujours comme quelque chose une entité assez étrange, puisqu'il y a toujours un jeu dans le jeu.
en tant que le jeu apparaît comme une espèce d'effort de casse-tête ou d'énigme qu'on cherche à décoder. Le joueur cherche finalement donc, dans sa réflexion à essayer de comprendre donc, quelles sont les logiques, les mécaniques auxquelles il va être confronté, de comprendre aussi très vite quelles sont les positions déterminantes, quels sont les combos significatifs, quels sont les enchaînements qui seront influents. Et à partir de là, donc, ça va nous montrer qu'il existe à partir de là 2 formes de réflexion face au jeu. Soit vous avez donc ce qu'on pourrait appeler une forme a priori de la réflexion, c'est-à-dire qu'avant de jouer, le joueur fait une certaine réflexion abstraite et minutieuse du jeu. Il analyse notamment les cartes. Il y en a encore qui sont spécialistes pour décoder toutes les cartes et voir donc quels sont leurs effets potentiels et voir au fond où sont les failles. Donc étudier l'ensemble des points de règle pour savoir donc, encore une fois, où peut se situer une faiblesse éventuelle et une erreur de lecture de la part des autres joueurs. Et d'un autre côté, une forme qu'on pourrait qualifier d'a posteriori, c'est-à-dire il est clair qu'il existe une connaissance qui ne précède pas le jeu, mais qui vient avec sa pratique, c'est-à-dire qui naît d'une certaine expérience, d'une répétition des enchaînements de parties, d'une certaine expérience du déjà-vu, c'est-à-dire que le joueur novice, finalement, imite ou cherche à réappliquer, on va le dire comme ça, réappliquer donc des enchaînements qu'il a pu déjà voir. C'est ce qu'on pourrait appeler finalement une espèce de courbe d'apprentissage, pour reprendre un terme qui y correspond et qui serait lié, vous le voyez, donc à une sorte de salaire naturel, de fruit naturel finalement que les joueurs obtiennent par la pratique du jeu. Alors, à partir de là, donc, on voit que généralement, cette courbe d'apprentissage sous-entend tout de suite la possibilité pour un joueur expérimenté face à un novice d'accepter un certain nombre de handicaps, alors qu'on le voit bien, au contraire, la première forme, une forme totalement abstraite de réflexion, généralement cache tout de suite une espèce donc, de volonté de domination, c'est-à-dire on cherche les failles que les autres n'auront pas vues avant même de jouer. Par là, au fond, finalement, on essaye d'influencer les positions de départ ou les effets à long terme. Donc, l'analyse a priori du jeu, c'est-à-dire une analyse méthodique avant même de commencer à jouer, semble finalement tricher avec un certain plaisir de jouer, au sens où on voit que le jeu devient véritable travail, et finalement, donc, ce qui s'y manifeste, c'est une véritable volonté de dominer, assez brutal d'ailleurs, puisqu'il s'agit généralement de tromper sur sa capacité à lire le jeu ou à le comprendre. Et on voit bien comment le propre des règles, généralement, c'est d'essayer de tout faire pour éviter qu'il y ait une lecture de cet acabit-là, ou en tout cas pour empêcher que ces failles soient immédiatement visibles, voire même de les faire disparaître. Ce qui ne marche pas toujours d'ailleurs. Donc à partir de là, le jeu du joueur consiste à faire quoi? Un joueur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Dans les 2 cas, que ce soit après sa réflexion a priori ou une réflexion a posteriori, il est intéressant de voir qu'il constitue au fond des patrons ou des schémas d'action, c'est-à-dire, alors c'est ce qu'on voit par exemple aux échecs avec les schémas d'ouverture, ou ce qu'on voit encore donc, pour l'avoir pratiqué encore récemment à Callius, où il y a des schémas d'ouverture typiques pour casser les pieds des autres. Vous avez l'idée donc il y a des coups qui sont pensés en fonction des situations et le joueur est habitué à enchaîner un certain nombre d'actions en fonction des situations modèles qu'il connaît déjà. Alors on voit ça très bien dans le cas du jeu d'échecs qui a été assez bien étudié en fait par certains, où on s'aperçoit que si des joueurs sont capables finalement de pouvoir faire plusieurs parties en même temps et qu'ils sont capables d'être plus rapides finalement qu'un ordinateur, c'est pas parce qu'ils ont une faculté calculatoire supplémentaire, mais parce qu'ils connaissent déjà un certain nombre d'enchaînements typiques qui fonctionnent et qui permettent de renverser des situations. Ils se contentent finalement d'une certaine façon de les appliquer. Alors le joueur dans ce cas-là, le joueur lui-même, aurait une espèce de vision stéréotypée finalement donc, de ce à quoi il est confronté, c'est-à-dire le jeu lui-même. Et cette idée d'un certain stéréotype est d'ailleurs assez bien utilisée quand on regarde maintenant les applications ou les adaptations des jeux de plateau en fait, sur informatique, support informatique. On s'aperçoit que l'intelligence virtuelle prend bien souvent donc, la forme de patrons ou de schémas d'action. Je prendrai donc notamment, ils ont fait une application de Callius sous format informatique. Il est intéressant de voir qu'ils ont même nommé, si je ne me trompe pas, les joueurs virtuels en fonction des patrons ou des schémas d'action qu'ils sont capables de faire. Il y en a qui seront plutôt bâtisseurs, il y en a qui vont plutôt jouer finalement donc, sur les effets de ce qu'on appelle les faveurs royales. Donc vous avez l'idée qu'on voit comment ici le joueur a une espèce de conception extrêmement standardisée du jeu
et à partir de là, donc un rapport extrêmement logique et schématique à sa partie. Alors, dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est que justement, le joueur ne joue pas tout seul. C'est ça qui est particulièrement détestable dans la notion d'interaction. Il semblerait que le jeu n'aille pas sans une part d'aléa, qui a notamment deux sources, hein, c'est ce qu'on va voir. L'idée, c'est que la constitution d'une martingale est quelque part une réflexion qui est pré-ludique, mais qui n'est pas une activité ludique en elle-même. On a l'idée que, si on regarde bien, constituer un certain nombre de recettes efficaces pour gagner n'est finalement pas réellement joué. Le jeu ne peut pas être considéré comme une simple application mécanique finalement de stéréotypes qu'on a déjà prévus. On voit bien qu'un individu qui se contenterait de faire ça ne provoquerait finalement pour lui-même d'ailleurs que de l'ennui. Donc le plaisir du jeu vient de quoi? Vient d'un aléa nécessaire, c'est-à-dire d'une part d'incertitude à laquelle on se trouve confronté. Et à partir de là, donc, on voit qu'il n'y a pas de jeu sans aléatoire. C'est l'une des grandes innovations donc, de Kaiwa, d'avoir bien évidemment rappelé déjà la présence et l'importance du hasard dans les jeux. Et bien évidemment, si lui, il en est resté à l'utilisation purement catégorique, hein, c'est-à-dire qu'il utilise ce concept-là pour catégoriser les jeux, il est intéressant de voir que d'autres auteurs qui ont travaillé avec lui, notamment Georges Bataille, ont souligné que finalement, l'aléa est l'essence même finalement du jeu, que tout jeu finalement est aléatoire, c'est-à-dire que le jeu est un espace indéterminé dans lequel finalement on fait une certaine expérience d'une perte de soi-même, une perte de sa puissance, ou en tout cas une mise en danger de sa maîtrise. Et à partir de là, donc, eh bien, c'est le propre justement de l'interaction, c'est ça qui semble-t-il est cherché dans le jeu. Hein, on voit bien que ce que l'on attend d'un jeu, c'est un certain nombre de réactions variables, qui notamment donc, eh bien, vont répondre d'une façon imprévue aux actions que l'on réalise. Donc même dans sa réalité la plus simple, hein, même dans le cas du solitaire, il est intéressant de voir qu'il y a toujours une part de hasard, c'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement à long terme quels seront les effets finalement donc, de ces actions. À partir de là, donc, il y a deux sources de cet aléa. La première source, bien évidemment, donc, c'est généralement la mécanique et les supports physiques du jeu, c'est-à-dire tout ce qui sera matériel, des cartes, et puis tout ce qui sera donc, les enchaînements d'actions prévus par les règles. Et puis, la deuxième source, ce sont les autres joueurs, évidemment. Donc, l'aléa mécanique. Concernant donc l'aléa lié à la mécanique elle-même, on voit bien que jouer, donc, c'est parvenir à faire quoi? À surmonter justement l'aléatoire, c'est être capable d'adapter finalement ses recettes ou ses schémas à des situations surprenantes ou imprévisibles, c'est-à-dire d'avoir au fond une certaine logique, non pas fixe, mécanique, mais totalement fluide, capable finalement donc, eh bien, de s'adapter à la situation nouvelle à laquelle on est confronté. C'est pour ça que les deux grandes facultés finalement du joueur sont la prudence dans un premier temps, c'est-à-dire une certaine intelligence des situations qui, face à l'imprévu, calcule donc eh bien, les issues possibles, celles en tout cas dans lesquelles seront les moins coûteuses, lesquelles donc elles ne sont pas soumises à un maximum d'impondérables. Dans ce cas-là, la prudence implique bien évidemment un certain calcul non plus des gains, mais des risques, avec un gros défaut, bien évidemment, généralement, que les stratagèmes liés à la prudence minimisent les risques et cherchent finalement donc à éviter la perte de puissance et de maîtrise. Et la deuxième donc, grande faculté des joueurs, c'est la ruse, c'est-à-dire une certaine intelligence fluide qui, elle, sait contourner la difficulté, se confronter finalement à un certain nombre de forces pour être capable de ne pas s'y soumettre, c'est-à-dire de trouver une faiblesse dans les forces auxquelles on est confronté. Alors le défaut général de la ruse, c'est finalement tout le contraire, c'est-à-dire que la ruse généralement se confronte à des stratagèmes extrêmement risqués qui finalement donc montrent que l'individu s'oppose à quelque chose qu'il ne maîtrise pas totalement. Donc le paradoxe du joueur, encore une fois, ce sera quoi face à l'aléa, en tout cas l'aléa mécanique, c'est qu'il va être contraint bien évidemment souvent de prendre des risques plus gros que ce qu'il ne voudrait et oser à partir de là donc prendre des positions qui bien évidemment peuvent largement lui échapper. Ce qui donne donc, eh bien, dans le cadre du joueur, des positions assez... On a deux pôles de position. On a les rois du farming, hein, ceux qui vont bien évidemment être en retrait et se contenter donc de laisser la partie filer en prenant le minimum de risques possible. On en connaît d'autres. Et puis les joueurs qu'on pourrait qualifier de téméraires, qui eux donc, eh bien, vont effectivement tenter l'hyper-développement et ou alors un développement hyper spécifique risqué dans l'espoir, bien évidemment, de maximiser leurs gains et de faire la différence. Dans les deux cas... Il n'y a pas de souci. Dans les deux cas, donc, on a l'habitude,
Le propre du joueur, vous le voyez, c'est de garder un certain recul sur le jeu, c'est-à-dire de savoir se prendre en jeu, se prendre au jeu sans se perdre finalement dans le jeu. Hein, c'est-à-dire que, et c'est là une espèce de condition de son plaisir visiblement. Alors à partir de là, le rapport aux autres, c'est quoi? L'autre source d'aléa, c'est autrui, c'est l'autre joueur, le concurrent ou le partenaire. Il est important de noter donc qu'on rentre ici dans une espèce d'idée qui est une forme de contrat ludique. J'entends par là donc faire une partie, qu'est-ce que c'est? C'est s'engager. Hein, faire une partie finalement, c'est s'engager, tacitement ou explicitement finalement. C'est une sorte d'association à durée déterminée. Ou si on fait un civilisation ou un dune, ça devient indéterminé. On met donc à partir de là, dans cette... Attention, tu t'en vas avec le fil. On se met à partir de là donc en gage. Hein. L'idée d'un contrat suppose qu'on met en gage quelque chose, on met en gage sa parole, on met en gage donc l'idée d'un engagement. Hein, donc c'est exactement ce que le terme play en anglais, hein, qui vient de playgan, pledge, suppose, l'idée que le jeu, quelque part, implique la notion de gage. Alors, quelle est la nature de cet engagement? Dans un premier temps, le contrat de base, en ce qui concerne le rapport aux autres, c'est quoi? C'est le fait que les joueurs s'engagent, bien évidemment, à respecter des règles. Hein, interdiction de triche, on s'engage bien évidemment à aller jusqu'au bout de la partie. Interdiction donc de, même si on est dans une position très défavorable, à partir tout seul. Hein, il est important, donc, peu importe l'issue de la partie, de la faire jusqu'au bout. Pareil. Hein, ça sous-entend donc toute une condition qui est celle du fair play, c'est-à-dire éviter l'anti-jeu. Alors il y a tout un truc à faire sur l'anti-jeu, là, hein, qui sont bien évidemment toutes ces situations ou ces attitudes qui rendent caduque finalement donc la partie en la rendant particulièrement pénible. Hein, il y en a qui sont très forts pour ça, qui savent bien évidemment vous faire suer avant même qu'on ait terminé la partie. Donc ça en tout cas c'est un contrat de base. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a un contrat d'un autre type, hein, qui est finalement la tonalité de la partie. Alors là, d'expérience, il est important de noter que l'engagement dans la partie, c'est aussi le ton qu'on va donner à la partie. J'entends par là la tournure que va prendre la partie en fonction de la position que vont prendre les joueurs adverses. Dès le premier tour de jeu, généralement, en tout cas, je reprends un exemple qui est le cas de Callius, où vous avez un adversaire qui décide de vous envoyer le prévôt directement dans les pattes au premier tour. Donc là, vous avez bien évidemment l'idée qu'on sent tout de suite le ton agressif qui va être imposé à la partie et à quel point, effectivement, ça va être une concurrence rude et à quel point on ne va pas se faire de cadeaux. Alors qu'il existe bien évidemment d'autres modèles de partie où on voit bien qu'au contraire, les joueurs ne sont pas en agression les uns avec les autres, se laissant donc bien d'une certaine façon, se laissant la possibilité donc de se développer sans qu'il y ait d'agression ou sans qu'il y ait donc dans une certaine ambiance amicale. De même, autre ton indirect qui est donné au jeu, la rapidité. Il y a ceux qui sont spécialistes bien évidemment d'une réflexion qui va durer 10 minutes top chrono, hein, et ceux qui au contraire donc vont réfléchir assez rapidement, ce qui peut bien évidemment influencer l'image ou l'impression qu'on a face à la partie et qui là du coup ne dépend plus directement du joueur mais naît finalement cette tonalité, elle naît de la rencontre que l'on va trouver. Alors je ferai référence à un exemple très classique qui est le cas donc du joueur d'échecs de Zweig où on voit bien comment il y en a un qui veut que la partie aille très vite et comment l'autre finalement crée justement de la tension en ralentissant finalement toute la durée du jeu de façon à faire perdre donc son adversaire, non pas formellement, mais sur finalement cet attachement ou cette capacité à se concentrer sur la partie. Donc on voit bien que dès le départ du jeu, il y a un ton qui est donné à la partie de façon très indirecte, et à partir de là, bien évidemment, cette espèce de contrat qui n'est pas un contrat tel quel, hein, qui est juste au fond finalement un certain ressenti, qui se donne dans les paroles et les attitudes, une certaine mise en gage, et sans sanction, évidemment, c'est le propre du contrat ludique, il n'y a pas réellement de sanction, et ça devient bien évidemment l'occasion d'un très bon bluff. Hein, on le connaît, c'est-à-dire les joueurs qui vont finalement s'amuser à la jouer amicale pour finalement vous faire un coup dans le dos, je vais dire coup dans le dos pour ne pas dire autre chose, donc en fin de partie, ou dans les derniers moments pour bien évidemment créer la surprise. Donc on voit encore une fois l'idée qu'il y a dans le jeu un jeu dans le jeu, c'est-à-dire que les joueurs sont acteurs finalement de certaines situations, acteurs de leur comportement. Hein, le fameux joueur de poker qui a sa poker face, là, qui ne doit surtout pas montrer finalement où il en est. Et on sent bien évidemment qu'il y a un certain nombre, il y a toute une gamme d'attitudes dans le jeu. Alors il y a les spécialistes qui vont jouer le Calimero, hein, à qui finalement tous les malheurs arrivent et qui gagneront jamais parce que finalement on leur fait que du mal, tout ça. Il y a celui qui va jouer l'ingénu. Ah, je savais pas. Ah, pardon, j'avais pas vu. Ah, je t'emmerde, pardon, désolé.
Il y a ceux qui vont jouer la concorde, hein, c'est-à-dire non, on va être amis, enfin jusqu'à ce que je te trahisse, bien évidemment. Il y a ceux qui vont s'amuser à faire quoi encore, hein, ceux qui vont jouer le disciple, qui font à côté du grand maître, oui, c'est bien, et puis en fait, qui n'attendent qu'un moment, finalement, c'est de lui montrer qu'ils connaissent mieux le jeu que lui. Donc, il s'agit dans tous ces cas-là, on le voit bien, le propre du jeu, c'est toujours la même chose, c'est arriver finalement à se cacher dans la visibilité. Hein, jouer, c'est finalement se cacher dans le visible, c'est-à-dire arriver à influencer l'attitude adverse, sans bien évidemment révéler en même temps ce que l'on cherche à faire. Et il s'agit de décoder bien évidemment ce que l'autre laisse présager de ses stratégies tout en cachant les siennes, alors que finalement, globalement, l'ensemble du jeu physique est visible. Et à partir de là, on voit donc qu'il n'y a pas un pur effet de hasard, mais que, encore une fois, ce hasard, donc c'est simplement le joueur adverse qui nous échappe, hein, dont la maîtrise finalement est inconnue. On essaye de plaquer des certitudes dessus, et le propre, bien évidemment, de ce rapport ludique, c'est souvent d'essayer de tromper l'autre. Et ça peut avoir, bien évidemment, une forte influence sur le dénouement. Alors à partir de là, donc, je terminerai sur un dernier point qui est donc comment l'ensemble de tous ces éléments-là constitue un élément spécifique qui est la partie. Alors comme le dit Wolfgang Kramer, qui est l'auteur, un des auteurs donc, de Tikal, il souligne donc, comme on l'a dit au départ, que le jeu est une œuvre totalement inachevée. C'est-à-dire que par opposition aux autres produits culturels que sont donc les films, les livres ou encore donc CD, musique, etc., il est clair que dans ce genre de cas, dans ces derniers cas, la création est réservée donc à un auteur qui détermine une fin et qui l'a fixée. Au fond, finalement, le spectateur n'a aucune interaction dessus. En matière de jeu, on est plutôt dans une création collective. Et d'ailleurs, l'un des plaisirs essentiels, c'est d'arriver à créer. Je reprendrai un exemple qui est bien évidemment Race for the Galaxy, où il s'agit de créer un tableau, c'est-à-dire où on constitue véritablement sa zone de jeu. Et à partir de là, cette création donc, fait exister de façon totalement originale et unique, finalement, une partie qui ne sera bien évidemment jamais la même. À partir de là, cette création partagée est un fruit unique qui naît bien évidemment de l'interaction des joueurs entre eux, de ces actions et de ces réactions donc, que nous avons décrites. Et à partir de là, il faut voir que non seulement ces actions et ces interactions donc, font apparaître un résultat unique, mais bien évidemment, le point de départ, la situation de départ elle-même est toujours originale et à partir de là, réinvente et réinfluence finalement de nouvelles données. Généralement, dans la plupart des jeux, la main de départ des joueurs n'est jamais la même. Le passif des joueurs autour de la table n'est jamais le même. Les expériences, les réflexions propres ne sont jamais les mêmes. Il y a aussi les humeurs des joueurs qui vont varier en fonction finalement donc, de ce qu'ils apportent à table. Du coup, le résultat ne sera pas le même. Conséquence, la partie est un certain entrelacement finalement des jeux. Je reprendrai une analyse qui a été faite par Maurice Merleau-Ponty du dialogue. Il dit qu'au fond, finalement, dialoguer, c'est quelque chose qui se construit à deux. L'ensemble finalement des argumentations, des contre-argumentations et finalement ne sont pas connues avant qu'on discute et c'est finalement une constitution qui va se faire à plusieurs. C'est exactement la même chose qu'on trouve dans le jeu. On voit qu'il y a donc ici un entrelacement donc des lectures subjectives, c'est-à-dire donc qui vont se donner une forme concrète, c'est-à-dire de l'interprétation que les joueurs vont donner de la partie et qui d'un niveau à un autre peut être très variable. L'entrelacement, bien évidemment, aussi de la liberté de jouer, des frustrations, des choix qui vont se tresser ensemble, finalement, si on suit une certaine métaphore donc, textile, pour essayer de constituer donc, un ensemble totalement nouveau. Donc à partir de là, on a bien évidemment un entrelacement d'actions, de lectures, d'émotions qui vont être liées au fait de lire une situation, de voir comment cette lecture finalement influence physiquement un certain nombre d'éléments sur le plateau et comment en retour ces éléments donc, sont réinterprétés par les autres joueurs et réinfluencent finalement la constitution physique de ce que l'on a devant soi. À partir de là, jouer, c'est finalement lier des lires entre eux, c'est-à-dire lier finalement des lectures subjectives. Et on voit que ce qui compte finalement dans un jeu, c'est l'ensemble de ces lectures subjectives qui sont toujours sous-jacentes, invisibles et qui se manifestent partiellement et qui s'influencent les unes les autres pour finalement inventer finalement une issue imprévisible. Dans ce cas-là, on voit que dans matière de jeu, l'étalon, le maître étalon donc, pour cette constitution, c'est bien évidemment autrui, c'est l'autre qui, par ses frustrations, par ses attitudes, par ses envies ou ses choix,
me donne une certaine perception nouvelle de l'objet que j'ai en face de moi. Hein. L'objet jeu n'est jamais donc fixé définitivement, il est relu, réinterprété en fonction donc de celui auquel je suis confronté. Donc on voit bien que le propre d'un jeu, c'est que le résultat ne se résume jamais à la lecture d'une personne en particulier. Ce n'est pas un point de vue objectif, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, dès qu'on a fini une partie, on n'a qu'une envie. Ce n'est pas seulement d'en refaire une autre, mais c'est de discuter de pourquoi on a fait ça et comment on en est arrivé là. Il est très important de voir que le jeu fait discuter parce que justement, on sent bien que quelque chose nous a échappé et qu'on a besoin finalement, par l'interaction du langage désormais, d'essayer de savoir quelles étaient les influences et les positions, les humeurs de l'autre qui ont amené finalement à ce résultat. Et surtout d'imaginer quels auraient été les autres résultats possibles du genre « je gagne et pourquoi je n'ai pas gagné ». Voilà, c'est ça. Donc, on voit bien que dans ce genre de situation, ça crée tout un ensemble de limites d'analyse possibles. La partie est toujours un événement, c'est-à-dire une singularité qui en même temps est la synthèse, donc, qui universalise donc l'ensemble des éléments précédents qui l'ont apporté, qui l'ont amené. C'est une certaine intersectionnalité, c'est quelque chose, donc un ensemble de faisceaux qui se retrouvent à un moment donné de façon totalement imprévisible, ce qui explique bien évidemment à partir de là qu'il est difficile d'en avoir une explication causale très claire, puisqu'il est impossible au fond finalement d'arriver à trouver quelle est l'origine spécifique et déterminante qui nous a amené au fond à la situation présente. C'est ce qu'on retrouve assez bien finalement dans la difficulté qu'ont les réflexions sur le jeu, à être capable de dire pourquoi ça plaît. Poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça plaît, puisqu'on s'aperçoit à partir de là donc, que vous avez autant de plaisirs variés et différents qui vont eux-mêmes s'entrelacer et créer donc la spécificité du plaisir que j'ai face à la partie qui est lui-même toujours original. À partir de là, donc, la difficulté à définir ce qu'est un jeu, c'est le fait qu'il n'existe que dans une partie qui n'existe que par participation à des choses donc, qui ne parviennent pas, au fond, à l'expliquer définitivement. Ce qui fait qu'il y a toujours, bien évidemment, une part de surprise face aux résultats obtenus. Merci.